Bien, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, c'est la suite des miroirs plats. On va voir les conséquences justement de la loi de la réflexion, propriété de l'image, toutes les applications des miroirs plats. Donc je reviens ici avec le tracé qu'on a obtenu au dernier clip. Donc, on avait passé des rayons là, avec une boîte à faisceau sur le miroir, puis on avait vu la réflexion qui se produisait ici, et on avait trouvé à ce moment-là la loi de la réflexion, là, θ est égal à θr. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, à condition que ça soit mesuré relativement à la normale. Donc, exploiter ce principe-là pour trouver la position de l'image. Okay. Donc, supposons que vous avez un objet comme ça. Ici, c'est un objet ponctuel, mais ça pourrait être un objet avec une dimension physique. Là, très souvent, c'est une lettre ou quelque chose comme ça, ou un objet là, géométrique qu'on place devant un miroir. Donc, j'y vais avec ce que j'appelle la méthode de la source apparente. Okay. C'est pas un nom officiel, mais vous allez voir, il y a une certaine logique derrière ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends des rayons lumineux qui quittent mon objet, qui vont aller frapper la surface du miroir, direction arbitraire, sans nécessairement que l'angle d'incidence soit 0. Puis, encore une fois, je reviens avec l'idée qu'il y a toujours une infinité de rayons qui sont diffusés à partir d'un objet non lumineux. On en choisit 2, c'est suffisant pour les besoins de la cause ici. Okay? Je vais tracer une normale au point d'incidence, où le rayon va frapper la surface du miroir. Oups, c'est un petit peu à côté, ça va fonctionner quand même. Et même chose de ce côté-là. Et là, ayant mes rayons incidents et ma normale, ben maintenant je suis en mesure de mesurer mes angles d'incidence. Je retrouve mon rapporteur, voilà. Là, bien sûr, d'un tracé à l'autre, ça serait toujours différent. Ici, j'ai 25 degrés. Donc, si mon angle d'incidence est de 25 degrés, je sais que ma réflexion, elle aussi, va se faire à 25 degrés de l'autre côté de la normale. Je vais le tracer tout de suite. Comme ça. Donc, je sais que je peux indiquer les valeurs numériques, 25 degrés, ou mettre un symbole là, pour indiquer que les deux angles sont congrus. Je peux faire la même chose avec le rayon numéro 2. Okay, donc, 36 degrés. Donc, de l'autre côté de la normale, 36 degrés aussi. Voilà, donc, ceci est congrès ça. Donc ça ici, ce serait un angle d'incidence. Ceci serait un angle de réflexion. Même chose ici, θi, θr. Et pour faire la distinction entre les deux, je pourrais les numéroter. Là. Donc I1, R1, I2, R2. Pas absolument nécessaire. Okay? Donc une fois qu'on a, je reviens à l'endroit, désolé. C'est quand même plus pratique de le faire sur une feuille comme ça que sur un tableau. Je peux orienter de la façon que ça soit le plus facile pour moi. Donc, ce que je fais, je regarde mes rayons réfléchis. Les incidents sont plus importants maintenant, seulement les réfléchis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger en pointillé, parce que, oh, excusez, ma tête est dans le chemin de l'appareil photo. Donc, en pointillé, oui, parce que il n'y a pas vraiment de lumière qui circule dans cette direction-là. Donc, on fait ça en pointillé. Je m'aligne ici, voilà. Et à l'intersection des deux, j'ai mon image. Donc ça, c'est une méthode très efficace là, pour trouver la position d'une image. Pas nécessairement la plus rapide, mais celle qui nous donne le plus d'informations. À la fin du vidéo aujourd'hui, on va parler des propriétés des images qu'on obtient avec les miroirs plats. Le fait qu'on voit que nos rayons réfléchis soient divergents, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, va nous donner de l'information que l'autre méthode ne nous donnerait pas. J'avais appelé ça la méthode de la source apparente. Pourquoi? C'est que justement, les deux rayons réfléchis ici, ben, semblent provenir de cette source-là. Okay? Donc la vraie source, elle est devant le miroir, mais les rayons semblent provenir de cette position-là, donc c'est pour ça que je parlais de source apparente. Ce qu'on avait observé la dernière fois, c'est que la distance objet-miroir est la même que miroir-image. Donc, on peut exploiter ça pour un miroir plat. À ce moment-là, ça sera la même chose. Bien sûr, si on parlait d'un miroir convexe, comme un rétroviseur, le côté passager, ou certains miroirs, là, exemple les miroirs de maquillage, c'est grossissant, c'est concave, ça s'appliquerait pas. Mais pour un miroir plat, la distance est la même des deux côtés. Donc, je peux exploiter ça ici pour faire un tracé plus rapide pour trouver mon image. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller chercher un seul rayon incident qui sera perpendiculaire à la surface du miroir. Donc, son angle d'incidence serait 0 parce qu'il sera par-dessus la normale.
Et vu que θ i est égal à 0, ben θ r sera aussi égal à 0. Donc, ce rayon-là sera à la fois incident et réfléchi. Okay? Donc, ce que je peux faire, je mesure la distance. Donc, un petit symbole pour indiquer que ce rayon-là est normal, sans nécessairement mettre une N parce que c'est un rayon de lumière aussi en même temps. Donc, je peux mesurer la distance que j'ai entre mon objet et mon miroir. Donc, ici, j'ai environ 5.4. Donc, je vais aller comme ça pour être sûr d'avoir le bon alignement. Voilà, donc ça sera ici. En pointillé. Il n'y a pas de lumière vraiment qui circule dans cette zone-là. Donc, ici sera au prime, donc encore plus rapide pour trouver la position de l'image. Par contre, je ne vois pas si mes rayons réfléchis sont divergents ou convergents parce que j'en ai un seul. Donc, si je voulais prouver le type d'image, je reviendrai au premier tracé. Donc, ça, c'est une des applications. La position de l'image n'est pas importante dans ce contexte-là. Par contre, la loi de la réflexion est importante. Okay? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de trouver la position d'une image. C'est pas vraiment un objet, c'est juste un faisceau lumineux qui vient frapper mon miroir. Donc, ce que je vous demande ici, c'est faire le tracé des réflexions suivantes et déterminer l'angle de réflexion sur le deuxième miroir. Donc, ça serait miroir numéro 1, miroir numéro 2. Même chose pour celui-ci. Okay? Assurez-vous que vos miroirs sont bien perpendiculaires. Bien sûr, vous pouvez vous servir d'un rapporteur pour tracer les rayons initiaux comme ça ici. Par contre, malgré que vous respectiez là, votre tracé, les valeurs devraient être calculées avec la loi de la réflexion et ce que vous connaissez sur les angles droits et la géométrie en général. Donc, je vous demanderai de faire une pause maintenant et de prendre quelques minutes pour faire ces deux problèmes-là. Faites attention, ici, je vous donne un angle de surface. Ici, c'est bien un angle d'incidence relativement à la normale. Okay? Mais dans les deux cas, il y a quelque chose d'intéressant qui va se produire. Essayez de trouver qu'est-ce qui va se passer. Donc, faites une pause maintenant et je vous reviens dans quelques minutes. J'ai dit faites une pause! Une pause! J'espère que vous avez fait une pause et que vous avez pris le temps de résoudre le problème. Donc, c'est un petit peu serré comme tracé. Je vais essayer peut-être de changer la longueur focale. Oh non, vous êtes capable de voir ça, c'est bon. Ce qu'on observe ici, donc avec l'angle de surface de 20 degrés, on avait un angle d'incidence de 70 degrés, 90 moins 20, donc vous avez 70. La réflexion va se faire à 70. Je vais avoir un angle de surface de 20 encore une fois. Donc, je me ramasse avec un petit triangle ici dans le coin. La somme des angles du triangle, 180 degrés. Donc, je peux trouver que l'angle de surface pour le miroir numéro 2 sera 70. 90 moins 70 vous donne l'angle d'incidence sur la deuxième surface. Vous devrez avoir une petite flèche ici. Je vais la rajouter. Okay. Petite flèche, voilà, direction de la lumière. Donc, l'angle d'incidence, deuxième surface, 20 degrés. Donc, la réflexion va se faire à 20 degrés. Donc, 20 degrés pour la réponse ici. Ici, c'était déjà donné 35 degrés avec la normale, donc réflexion à 35. 90 moins 35 degrés vous donne l'angle de surface ici. Somme des angles du petit triangle ici, 180. Donc, vous avez un angle de surface de 35 degrés pour le deuxième miroir. Donc, angle d'incidence pour le deuxième... Encore une fois, j'ai oublié une flèche. Ne faites jamais ça. Voilà. Donc, angle d'incidence pour le deuxième miroir, 55 degrés. Donc, la réflexion pour le deuxième miroir va se faire à 55. Donc, les valeurs sont un petit peu secondaires ici, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui peut s'observer. Si vous regardez l'angle d'incidence ici et l'angle de réflexion, sont antiparallèles l'un à l'autre. Même chose ici. Donc, peu importe avec quel angle j'éclaire mes miroirs perpendiculaires, je vais retrouver des rayons qui seront antiparallèles. Oh, excusez, j'entends quelque chose. Quelqu'un m'a demandé justement s'il y avait des applications pour ça. Bien, j'ai deux bidules ici que vous avez peut-être vu dans la classe de physique sur le tableau en haut à gauche. Donc ça et ça, c'est la même chose. Ce sont des réflecteurs de radar. Ça, c'est la version petit budget qui est juste faite avec des petits panneaux d'aluminium pliés à angle droit. Et ici, vous avez la version commerciale. Là, à l'intérieur de la pellicule de plastique, vous avez des petites ailettes justement en aluminium qui sont pliées à angle droit. Et il y en a même dans ce plan-là ici qui vont être perpendiculaires aux deux autres. Okay? Donc, on met ça sur les bateaux
Okay? Les petits bateaux, généralement, là, qui sont pas tellement efficaces pour réfléchir les ondes radar des gros cargos qui, dans bien des cas, naviguent un petit peu à l'aveugle. Donc, un kayak, un canot, une chaloupe en bois, mettons, qui est pas tellement efficace pour réfléchir les ondes radio, surtout s'ils sont petits relativement à la taille des vagues. Donc, à ce moment-là, en ayant ça sur leur pont, sur leur coque, pas sur leur coque, mais par-dessus le pont ou à l'arrière dans certains cas, ben, les ondes radar des cargos vont réfléchir 2 fois comme dans le problème ici et vont retourner vers le cargo. Et à ce moment-là, ben, la petite embarcation devient visible. Donc, champ de vision. C'est sûr que quand on conçoit un rétroviseur, on va être sûr que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est pour voir justement le trafic derrière. Donc, il faut que le champ de vision couvre au moins la lunette arrière pour voir la largeur de la route, au moins ce qu'on peut voir par la lunette. Donc, ce n'est pas pour se maquiller, c'est pas pour dire coucou aux gens sur la banquette arrière, c'est vraiment pour voir derrière. Donc, la lunette arrière étant plus large que haute, ben, c'est normal aussi que le rétroviseur soit plus large que haut à ce moment-là. Donc, on va le faire une seule dimension, mais quand on comprend ça, on peut faire 2 dimensions ensuite de ça. Okay? Une chose que vous pourrez peut-être essayer chez vous, ça je peux pas le faire avec l'appareil photo, ok? L'objectif ne rend pas exactement ce que l'œil peut faire ici dans ce cas-là, mais vous remarquez, si vous prenez un petit miroir, là, miroir de poche ou même dans certains cas miroir de salle de bain, ok? Le champ de vision va dépendre un petit peu de la position de l'observateur. Si je me mets très loin comme ça ici, ben, je vois une petite partie de ma pièce ici, alors que si je me colle comme ça ici, là, je vois pratiquement l'ensemble de la pièce au complet. Donc, le rôle de l'observateur, la position de l'observateur, là, va être importante dans ce cas-là. Okay? Donc, on va voir 2 techniques pour déterminer géométriquement quel sera le champ de vision qu'on va avoir avec un miroir ou un rétroviseur en général. Donc, technique pour déterminer le champ de vision avec un miroir plat. Miroir concave, miroir convexe, ça serait un petit peu différent, mais l'idée de base reste la même. Méthode des extrémités. Le champ de vision va être déterminé par les extrémités du miroir. Si j'ai un miroir plus large, bien, il y a de la lumière qui va pouvoir se réfléchir sur ces extrémités-là et se rendre à l'observateur qui est ici. Donc, ça, ce n'est pas un objet, c'est l'observateur. C'est vous qui regardez dans le miroir ou dans le rétroviseur. Et, vous pouvez voir, mais le fait d'être à l'extérieur de la normale ici, ben, l'observateur ne peut pas se voir lui-même. Donc, le but, c'est un petit peu comme un rétroviseur, c'est voir ce qui est derrière et non pas se voir nous-mêmes. Donc, je vais tracer des rayons lumineux qui vont partir des extrémités du miroir et se rendre jusqu'à l'observateur. Donc ça, c'est un rayon réfléchi. On commence par les réfléchis dans ce cas-là. Encore une fois, je peux tracer une normale au point d'incidence. Une ici. Et une ici. Voilà. Donc, ayant mes 2 normales, je peux trouver mes angles de réflexion. Donc, ici, j'ai encore une fois 25 degrés. Donc, si j'ai une réflexion à 25 degrés, ça veut dire que le rayon incident, lui aussi, était à 25 degrés. Donc, comme ça. Et voilà. Flèche, congru, voilà. Rayon numéro 2. Ici, j'ai 60 degrés. Donc, relativement à la normale, j'aurai aussi 60 degrés. Voilà. Donc, ça, c'était mon rayon réfléchi. Ça, ce serait mon rayon incident. Angle d'incidence congru à mon angle de réflexion. Donc, bon, je vais prolonger un petit peu mes rayons incidents. Mais ça, c'est vraiment mes 2 frontières, là. OK? Ce sont les derniers rayons qui peuvent frapper les extrémités de mon miroir et se rendre jusqu'à l'observateur. OK? Imaginez-vous, si j'étais un rayon lumineux et j'allais frapper l'extrémité ici, bien là, mon angle d'incidence serait plus grand. Donc, ça réfléchirait aussi avec un angle de réflexion plus grand. Donc, ça aboutirait plus bas ici. Ça ne se rendrait pas à l'observateur. Même chose. Rayon incident qui part d'ici. Ça irait frapper ici avec un angle d'incidence plus petit. Ça réfléchirait avec un angle de réflexion plus petit.
ça viendrait ici. Ça ne rejoindrait pas l'observateur. Donc, tout ce qui va se trouver entre mes deux rayons incidents fait partie de la zone de champ de vision. Voilà. Okay? Donc, n'importe quel objet qui se trouverait dans cette zone-là serait visible pour la personne qui regarderait dans le miroir à ce moment-là. Okay? Là, c'est une dimension. Mettons l'horizontale, mais on pourrait faire un autre tracé pour ce qui se passe à la verticale, puis on aurait une zone à ce moment-là en 3 dimensions. Là. Okay? Ben, 2 dimensions plus la profondeur. Okay? Il y a une autre façon de comprendre ça. Okay? Observateur virtuel. Donc, principe de base derrière la méthode de l'observateur virtuel, c'est qu'on fait semblant que c'est l'image qui regarde et non pas l'observateur. L'image de l'observateur. Okay? Donc, moi, je veux vous voir dans le miroir. Donc, je place le miroir comme ça ici. Okay? Donc, probablement, si vous regardez dans le miroir, là, vous voyez mon image, malgré que moi, je ne me vois pas moi-même. Okay? Donc, au lieu de dire que c'est de la lumière qui part de l'appareil photo, qui réfléchit sur le miroir, qui s'en va vers l'observateur qui est moi, je vais faire semblant que mon image qui est derrière le miroir ici, c'est elle qui regarde à travers une petite fenêtre qui me permet de voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher la position de l'image de l'observateur et c'est cette image-là qui va regarder à travers les extrémités là, de la petite fenêtre qui est le miroir, là, finalement. On y va! Ça, c'est l'observateur qui regarde dans le miroir. L'observateur ne se le voit pas lui-même, mais il existe quand même une image de lui. De la même façon, là, quand vous regardez dans le rétroviseur d'une voiture, vous ne vous voyez pas, mais le conducteur derrière, à la limite, peut voir vos yeux. Là. Okay? Donc, ce que je vais faire ici, je vais prolonger le plan du miroir, comme ça ici, et je vais trouver... Je vais tourner ça de côté... Voilà. Je vais trouver la position de l'image de l'observateur. Là, je vais prendre la méthode des perpendiculaires, c'est ça qui est le plus rapide. Comme ça ici. Il y a quelque chose que j'ai oublié dans le dernier tracé aussi. Je reviens ici. Méthode des perpendiculaires. Ce que j'ai oublié, c'est que il faut absolument indiquer dans le tracé que les deux segments ont la même longueur. Soit montrer la valeur en centimètres, soit montrer des symboles comme quoi c'est la même longueur. Mon image sera à la même distance ici, 6.1. Comme ça. Pointillé. Là, on s'entend ici. Il n'y a pas vraiment de miroir qui bloque la lumière. Okay? Donc, on aurait pu faire un trait plein, ce ne serait pas une erreur majeure, mais par habitude, pour aller chercher la position de l'image. Donc ça sera ici au prime, symbole pour dire que les deux segments sont congrus. Je reviens à la position ici. Okay. Donc, ce n'est plus l'observateur qui regarde dans le miroir, c'est son image qui regarde à travers une petite fenêtre. Donc, ce qu'il va voir, c'est ce qui va passer par les extrémités de cette fenêtre-là. Donc, ça ici, pointillé derrière. Comme ça. Comme ça. Ça, ce serait des rayons incidents. Voilà. Et si on avait des doutes, on pourrait se le prouver. Là. On pourrait mesurer les angles d'incidence là et prouver que ces rayons-là vont réfléchir vers l'observateur qui est réellement ici. Donc, encore une fois, tout ce qui se trouve dans ce cône-là va faire partie de mon champ de vision. Je dois vous avouer que ça, c'est un petit peu plus rapide comme technique, une fois qu'on l'a compris. Ça ne requiert pas de rapporteur d'angle. Donc, un petit peu d'économie de temps dans ce cas-là. Okay? Donc, ce que je vous demanderais d'essayer. Donc, un observateur est à 5 cm du centre d'un miroir plat de 4 cm de hauteur. Quelle est la hauteur du champ de vision à la position de l'observateur? Méthode de l'observateur virtuel recommandée, la deuxième. Donc, là, le but, c'est vraiment de se voir lui-même. Okay? C'est pas quelqu'un qui regarde dans un rétroviseur. Donc, ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'aller chercher la position de l'image de l'observateur et de regarder justement quelle est la hauteur du champ de vision à cette position-là. Bien sûr, il y a un tracé qui est fait, mais vous allez voir, il y a des triangles semblables. Donc, vous exploitez ça pour calculer la hauteur et non pas juste mesurer. Et quand vous aurez terminé, question bonus, si la distance entre l'observateur et le miroir n'était pas 5 cm, mais bien 10 cm, on double la distance, qu'est-ce que ça va donner comme hauteur de champ de vision? Essayez ça.
votre tracé devrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc ça, ce sont des rayons incidents, donc flèche vers le miroir. Okay? Donc si votre observateur est à 5 cm du miroir, ben, l'image de l'observateur, donc O', va se trouver à 5 cm derrière. Donc le champ de vision, ça va être tout ce qui va frôler l'extrémité du miroir puis se rendre à cette image-là. Et là, si vous observez, j'ai un petit triangle ici et j'ai un grand triangle ici. Donc deux triangles semblables. Un est inscrit dans l'autre. Donc, ça veut dire à ce moment-là que si je fais ici petite hauteur sur petite base, ben ça devrait être égal à grande hauteur sur grande base, comme c'est ici. Okay? Donc, voyez-vous, ici, j'ai 4 cm, 5 cm. Maintenant, de là à là, ça va être le double. Okay? On sait que la distance objet-miroir et miroir-image, c'est la même. Donc, tout ça ici, ça sera 10 cm. Donc, si j'ai doublé cette dimension-là, je vais aussi doubler cette dimension-là relativement à la taille du miroir. Okay? Donc, j'aurai ici à ce moment-là 8 cm là, par similitude. Donc, je me demandais quelle serait la hauteur si la distance, là, P, j'en reparlerai, le P, ça représente la distance de l'objet au miroir, c'était de 10 cm. Mais voyez-vous, si j'ai 10 cm, mon image aussi va se trouver à 10 cm. Donc, cette dimension-là ici est automatiquement le double de celle-là. Donc, la hauteur du champ de vision, si on se regarde nous-mêmes, on s'entend, c'est pas un rétroviseur, mais si le but est de se regarder nous-mêmes, ben la hauteur ou la largeur du champ de vision, si on regarde un seul œil à la fois, sera toujours le double de la dimension du miroir. OK? Et là, je vous mets au défi. Essayez-le. Okay. Où êtes-vous? Ah! Voilà. Comme ça. OK. Donc, là, on triche, ça marche pas parce que c'est pas l'observateur qui se regarde lui-même, c'est l'appareil photo qui me regarde, OK? Donc, il va falloir vraiment l'essayer vous-même. Et je peux pas vous le montrer avec l'appareil photo. La distance entre l'objectif et le plan focal, c'est trop loin. Contrairement à un œil, là, où c'est presque dans le même plan. Donc, oui, prenez un petit miroir, regardez-vous vous-même, OK? Et mettez une règle à la limite à côté de votre visage, OK? Et vous allez voir que la hauteur de visage que vous allez voir, ben c'est automatiquement le double de la hauteur du miroir. Okay? Quand je le fais moi-même, là, ça c'est 10 cm, ben moi je vois 20 cm de visage, toujours à la même position dans le front. Okay? Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc dans certaines boutiques mode ou certaines boutiques de chaussures, on met des miroirs là, interminables là, pour que les gens puissent se regarder. Mais il s'agirait tout simplement d'avoir un miroir qui serait égal à la moitié de la taille du plus grand client. Puis, on aurait assez pour voir tout le monde à ce moment-là. Okay, je reviens au rétroviseur, puis application des champs de vision. Pour les gens qui commencent à conduire, vous avez probablement déjà remarqué là, la petite gâchette sous les rétroviseurs qui permettent de, justement, lors de la conduite de nuit, de pas se faire aveugler par des voitures qui sont derrière. Okay? Donc, j'ai un rétroviseur ici, ça vient d'une vieille Subaru 2006, et j'ai ouvert ici le côté. Donc, vous pouvez peut-être voir ici, là, c'est plus large à cette position-là que à cette position-là. Okay? Donc, en réalité, là-dedans, il y a deux miroirs placés en angle. Il y a un miroir complet et un miroir partiel. Okay? Miroir partiel, ça ici, là, ça vient d'une vieille voiture américaine aussi, où au lieu d'avoir un seul miroir intégré comme ça, là, il y avait deux miroirs comme ceux-là qui étaient placés en angle. Okay? Et si on observe ça ici, bon, voyez-vous, tiens, vous voyez l'appareil photo ici, tiens, bonjour, ça c'est vous. Okay? Donc, c'est réfléchissant. Mais, voyez-vous, si je colle le miroir ici sur l'appareil photo, là, on peut voir à travers. Okay? Donc, c'est pas 100% réfléchissant. La luminure ici a été vaporisée pour que ça soit très mince. Donc, une partie de la lumière va réfléchir et une partie va passer à travers ici, là, comme ça. Okay? Donc, ce qu'on retrouve dans le rétroviseur ici, c'est première couche qui va être une couche à réflexion partielle, comme celui que je viens de vous montrer, et la couche de derrière, ben, ça va être un miroir là, classique, là, complètement opaque, là, comme ceux-là ici. Là. Voyez-vous, si je place ça ici, là, bon, un petit peu de fuite à côté, là, mais il n'y a rien qui passe à travers. Donc, le principe de base derrière ça, okay? Là, j'ai exagéré un petit peu les angles là, entre les deux surfaces, mais ça représente bien ce qui se passe dans le rétroviseur. Donc, pour la conduite de jour, ben, ce qui va se passer, c'est que première surface semi-transparente, deuxième surface
réfléchissante à 100%, à 100%. Pas opaque en tout cas. Il n'y a rien qui passe à travers. Donc, la lumière de jour, ben, il y a assez de réflexion ici pour créer une image. Donc, cette réflexion-là va se faire vers les yeux et c'est ça qui permet de voir la route là, derrière. Par contre, il y a quand même une partie de la lumière qui va réussir à passer à travers cette couche-là et qui va se réfléchir. Donc, cette réflexion-là, on la voit pas de jour, mais en principe, elle s'en va à quelque part vers le plafond. En passant, la géométrie inverse est possible. Là, OK? Il peut y avoir des miroirs de rétroviseur où cette réflexion-là se ferait vers votre abdomen à ce moment-là. Donc, réflexion là, sur la partie semi-réfléchissante ici. De soir, de nuit, ça c'est trop intense, vous êtes aveuglé par les voitures qui sont derrière. Donc, clic, on change un petit peu l'angle du rétroviseur comme ça ici. Okay? La réflexion principale là, qui va se faire sur la première surface, ben, dans ce cas-là, elle va aller vers votre abdomen. Il y a une partie de la lumière qui va passer à travers, mais si vous regardez ici, là, c'est filtré, là, l'intensité est moins forte. Là. Il y a une partie de la lumière qui a été réfléchie, donc moins qui passe à travers. Donc, c'est comme filtré. Ça va réfléchir sur la couche de derrière. Ça va retourner. Filtrer encore une autre fois. Et là, ça s'en va vers vos yeux. Donc, finalement, la première surface a servi à diminuer l'intensité lumineuse. La deuxième surface à vous envoyer l'image vers les yeux. Donc, vous êtes capable de voir les voitures derrière, mais sans être aveuglé, parce que ça aurait été filtré 2 fois par la première couche ici, dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve 2 couches là, dans les rétroviseurs. Une autre application, justement, des miroirs partiellement aluminisés. Bon, on voit ça dans certains édifices faits en miroir, où on voit un miroir de jour, mais on voit l'intérieur des édifices le soir. Donc, c'est des miroirs à luminure partielle à ce moment-là. Un cliché là, que j'ai mis ici, mais dans les films policiers, séries policières, on voit des fois justement là, un méchant criminel qui doit se faire identifier par les policiers, par une victime, peu importe, OK? Le suspect se fait voir par les témoins, mais les témoins ne se font pas voir par le méchant. En passant, le miroir que j'ai ici, là, que je le place comme ça ou comme ça change rien, là. On voit à travers. Okay? Donc, en principe, là, la lumière passe dans les deux sens. Donc, ce qui doit absolument se passer, c'est que l'éclairage doit être intense du côté du méchant pour que, justement, lui, il y a de la lumière qui réfléchisse vers lui, puis qu'il ne voit pas le peu de lumière qui pourrait passer ici. Il faut que ça soit relativement obscur du côté des témoins pour protéger l'identité, pour pas qu'il y ait de lumière qui passe dans ce sens-là, malgré que ça soit filtré ici. Donc, ça prend une grosse intensité lumineuse ici. Si jamais un moron allumait les lumières de ce côté-là, ben à ce moment-là, le méchant pourrait voir le témoin, les policiers, etc. Donc, c'est bien important d'éclairer ça comme ça. Moi, je vais regarder avec vous qu'est-ce qui se passe quand on fait une rotation de miroir. Okay? Donc, je vais éteindre les lumières. J'ai ici mon miroir que j'ai placé sur le plan ici. J'ai placé justement une ligne normale ici pour avoir un rayon incident qui arrive à 0 degré. Et étant donné que donc mon angle d'incidence est 0 degré, par la loi de la réflexion, l'angle de réflexion sera aussi 0 degré. Donc, mon rayon revient sur lui-même. Cette ligne-là ici, elle est à 45 degrés de la précédente. Okay? Donc, je vais tourner mon miroir pour que ça soit aligné avec cette ligne-là. Et pendant que je fais la rotation, essayez de regarder ce qui se produit avec la réflexion de mon rayon. Donc, comme ceci. Voilà. Comme ça. OK? Donc, hop, voilà. Donc, présentement, ma normale serait ici. Mon angle d'incidence serait 45 degrés. La réflexion va se faire à 45 degrés. Mais regardez, l'angle que j'ai présentement entre mon rayon incident et mon rayon réfléchi, c'est 90 degrés. Là. Les deux étaient superposés l'un sur l'autre tout à l'heure. Et là, en tournant comme ça ici, j'ai réussi à faire un angle de 90 degrés entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc, ça nous dit finalement que quand on fait une rotation de miroir, si je tourne mon miroir de θ degrés, ben mon balayage du rayon réfléchi, oups, ma main cache, hein? Ouais, le balayage du rayon réfléchi va se faire à 2 θ, toujours le double.
Donc, dans certains cas, dans le monde du spectacle, c'est employé, ça. Au lieu d'avoir un gros projecteur qui éclaire une scène, puis on bouge le projecteur pour suivre la personne, on peut tout simplement avoir des petits miroirs contrôlés par ordinateur ou même manuellement dans certains cas, mais on bouge un petit miroir plutôt que bouger un gros projecteur. Et à ce moment-là, on est capable de suivre ce qu'on veut suivre sur la scène. Certains spectacles de lumière aussi. Malheureusement, en classe, j'avais une belle démonstration avec des petits miroirs attachés à des moteurs puis des lasers pour faire des beaux patrons géométriques, mais ça sera dans un autre monde. Voilà. OK, donc pour chaque rotation de θ, je me ramasse avec un balayage de 2 θ. Bon, on s'entend, là, je peux pas aller plus loin que 180 degrés. Là. Donc, je peux pas éclairer le derrière du miroir et espérer d'avoir une réflexion dans ce cas-là, mais n'importe quoi entre 0 et 90 comme rotation de miroir va produire un balayage de 0 à 180 là, pour le rayon, mais toujours le double. Voilà. Donc, dernière chose à discuter sur les miroirs plats, ce sont les propriétés de l'image. Ça va revenir très souvent qu'on parle de miroir concave, miroir convexe, les lentilles convergentes, divergentes, peu importe. Aussitôt qu'on obtient une image, généralement, la question qui va suivre, c'est quelles sont les propriétés. Donc, il y a 4 propriétés. Je vais y revenir aux prochaines vidéos quand on va parler des miroirs courbes, mais il y en a toujours 4. La première, c'est le type. OK, il y a 2 possibilités, réelles ou virtuelles. Dans le cas d'un miroir plat, c'est toujours virtuel. Bon. C'est quoi la preuve? Qu'est-ce que ça veut dire virtuel? Donc, tout d'abord, je reviens au tracé qu'on avait obtenu ici. Je regarde les rayons réfléchis. Ça et ça. Ils s'éloignent l'un de l'autre, donc ils sont divergents. Aussitôt qu'on a un système optique qui va produire une divergence comme ça ici, on parlera d'une image qui est virtuelle. Dans l'application plus concrète, là, ouais, vous me voyez comme ça ici, voilà, bonjour, ok. Donc, c'est ça, quand vous regardez dans un miroir plat, vous êtes capable de voir votre image de l'autre côté. Par contre, on ne pourra jamais prendre cette image-là et projeter ça sur un écran, là, comme les projecteurs multimédia qu'on a en classe ou même les projecteurs de cinéma. Donc, une image virtuelle ne se projette pas sur un écran, mais la preuve, c'est vraiment la divergence. Donc, ici, dans ce cas-là, ça sera une image virtuelle. L'orientation, okay? Quand vous regardez dans un miroir, ben, l'image est toujours droite. Là. Si vous avez la tête en haut, ben, l'image va être vers le haut aussi dans ce cas-là. Okay? Donc, on dira une image droite. Okay? Puis, dans plusieurs situations, on va juste mettre une flèche qui pointe vers le haut. Okay? Si vous regardez dans une cuillère, à moins d'exception, là, vous devriez voir à l'envers. Donc, ça, c'est une situation où l'image serait renversée dans ce cas-là. Okay? Ensuite de ça, grandissement. Okay? Ici, on compare la taille de l'image à celle de l'objet original. Et si votre miroir est vraiment plat, votre tête et l'image de votre tête aura la même taille. Okay? Si vous avez un miroir légèrement concave, ça peut vous grossir, légèrement convexe, ça peut vous diminuer, ok, mais grandissement, donc on aurait ici la même taille, ok. Il y aura des valeurs numériques associées à ça, ok. Ici, ben, le grandissement sera égal à 1. En voulant dire que si on divise la taille de l'image par la taille de l'objet, ben, on va obtenir un rapport de 1, ok. Il y aura des signes aussi associés à ça, des valeurs numériques, mais grandissement, c'est 1. Donc, la 4e propriété, ce sera la position de l'image. Si on se rapporte à l'expérience des crayons qu'on plaçait devant le miroir plat, ben, on obtenait une image qui était derrière, à la même distance du miroir que l'objet s'y trouvait. Donc, on aura toujours la même distance pour objet miroir et miroir image dans le cas d'un miroir plat. Numériquement, on va utiliser la variable Q alors que la position de l'objet, ça sera la variable P. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà utilisé O et O' jusqu'à maintenant. Je vais aller plus vers P et Q. La raison derrière ça, ben, quand on place un P minuscule devant un miroir, ben, l'image qu'on obtient de ça, c'est renversé, ça devient un Q. Donc, les variables qu'on va employer pour représenter la position de l'objet, que ce soit un miroir, une courbe ou une lentille, ça sera P, et la position de l'image, ça sera Q. Donc, dans le cas d'un miroir plat, ben, Q sera égal à P, et un Q minuscule, avec la convention que j'utilise, signifie que l'image est derrière, que c'est une image virtuelle. Ça se peut que votre prof utilise les variables DO et DI. Allez-y, faites la conversion, mais attention, il y a des conventions de signes qui peuvent être différentes. Donc, 4e propriété, c'est la position, et c'est derrière le miroir, à la même distance que l'objet se trouvait du miroir, et P va être égal à Q. Le dernier point, si vous avez à trouver la position de l'image d'un objet qui n'est pas ponctuel, exemple une flèche, une croix, une lettre,
ce que je vous conseille de faire, c'est utiliser la méthode des perpendiculaires comme on avait fait pour un point, sauf que vous répétez la technique pour les différentes extrémités. Donc ici, il y en aurait 4. Une fois que vous avez trouvé les 4 points images, vous pouvez tracer votre contour ou votre tracé d'image et vous aurez l'objet à ce moment-là. Okay? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour les miroirs courbes. Merci de votre écoute et portez-vous bien. Et n'oubliez pas, la vie n'est pas un sport de spectateur. Au revoir.